A comme aérien, de transport aérien, parce que ça fait partie aussi des ennemis, les compagnies de transport aérien. Et bombe, c'était les moyens pour nous émanciper de toute cette merde-là. Et donc, et vous savez qu'il a été pris au moment où il a dit, si vous publiez, parce qu'il a ça aussi, évidemment, c'est quelqu'un, comme beaucoup d'entre nous, quelqu'un qui était interdit d'accès à la publication. On ne pouvait pas rendre public ses idées. Il a dit, si vous publiez mon manifeste sur la société industrielle, j'arrête les bombes. Et c'est ces billets-là qui ont été décodifiés, et c'est ces billets-là qui a fait qu'il a été arrêté. Mais ces billets-là, il est publié, y compris en français aujourd'hui, et même il y a une deuxième édition sous le nom des manifestes contre la société industrielle, qui est très bon. Je suis désolé par rapport aux gens qui les critiquent sans les dire, il est très bon. Le texte, parce que c'est au fond, c'est pas différent de ce que je suis en train de dire ici. Il est axé sur cette. Il critique la gauche aussi, il fait une sorte de tableau général de la crise, ce qu'il appelle la crise de l'Occident, qui est due à la montée de la technoscience et de la technocratie, sauf qu'il tire à la conclusion que si nous jetons des bombes à tous les labos, on aboutira à un autre type de société. Mais je vais dire que c'est intéressant, ça dit long sur le désespoir où on est. Parce qu'on est assez désespéré. Même quand même des jeunes sont assez désespérés aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que le gouvernement français, je fais une parenthèse, excusez-moi, je suis pris dans la chose, mais le gouvernement français, sa sourdité, elle est impardonnable. La question n'est pas armer davantage les CRS. C'est pas ça la chose, parce que les gens sont vraiment désespérés, ils sont vraiment prêts à tout. Et donc, lui, c'est un cas symbole du désespoir. Et vous pouvez voir ce texte, il y a un site, il est un hôpital psychiatrique, mais il a publié le deuxième volume de son manifeste sur la société industrielle. Donc je dirais que ce qu'il dit, ça va dans le sens de ce qu'il dit Ehrenberg, qui lui fait un travail au CNRS, très bien documenté sur les taux de dépression accablants chez les grands cadres. Notez-le bien, c'est déjà qu'on parle pour de confort matériel. Chez les grands cadres, il dit environ à partir de la quarantaine, régulièrement les gens tombent dans la dépression. Et il fait un diagnostic qui est les rapports à soi est rompu. Ce sont des gens donc, qui sont... Il y a deux possibilités, soit l'asthénie, la dépression, soit l'addiction. C'est-à-dire le type qui va à la plage le dimanche avec son ordinateur, qui continue à bosser, traiter les dossiers, etc. C'est deux cas opposés des pathologies, mais ça c'est des pathologies du travail. Il y a beaucoup de textes sur les pathologies du travail. Comment dans ces contextes, il y a beaucoup de réflexions sur un drame, qui est le travail, quel que soit le niveau, parce que là je parle des grands cadres. Ouais. Comment dans ces contextes-là, on nous sort la loi El Khomri, n'est-ce pas? C'est irrécevable. Irrécevable. Bon, je reviens. On pense que c'est qu'avec la force, on va l'emporter. C'est la seule chose qu'on pense. Que par la force, on va l'emporter. On verra. Je voudrais revenir ici. À partir de ces brefs tableaux, donc, un idéal de l'université. L'université aujourd'hui, je voudrais là replacer la discussion avec René Scherer sur l'université et en particulier sur la relation enseignante. Là, je voudrais reprendre les points d'où j'étais parti lorsque j'ai écrit sur René Scherer, et puis après citer sa réponse, et puis on enchaîne avec une discussion si vous voulez bien. Je suis parti, donc tout cela étant entendu, je me suis concentré sur la relation enseignante, cette relation-là, et je suis parti donc d'une phrase de l'Émile de René Scherer, donc Émile Perverti, je vous donne le titre, j'ai pris la deuxième édition, Émile Perverti, ou des rapports entre l'éducation et la sexualité. Émile Perverti. Hein? Émile, comme
comme celui de Rousseau. Ouais. Et le René Scherrer. Voilà, Émile Pervertir. Donc les sous-titres ou les rapports entre éducation et sexualité, puisque je vais en parler, je vous donne une glose mais c'est une glose à mes risques et périls. Bon, après il pourra reprendre autrement ce que j'ai dit, mais les rapports entre éducation et sexualité, je l'ai pris dans ce sens-là, les rapports entre pède, païd en grec, qui veut dire l'enfant ou le jeune, agogia, qui est, ça c'est moi qui glose, hein. Agogia, la pédagogia, donne la pédagogie, c'est-à-dire éducation ou conduction de l'enfant ou du jeune vers le savoir, et même toujours, même radical, la pédérasteia, qui est l'amour des garçons, ou des jeunes, ou des enfants. Donc un rapport entre pédagogie et pédérastie au sens, si vous voulez, étymologique du terme. Je suis parti de cette idée, et cette idée ici, elle a une double dimension, c'est celle sur laquelle je voudrais axer. Il y a la dimension, je dirais, enseignante, donc l'apprentissage, l'accès au savoir, et la dimension que j'ai appelée ici aimante. Platon dit carrément érotique, mais il faudrait encore se placer un peu dans le contexte grec pour ne pas confondre avec les éditions des Enisis, par exemple. Donc, pédagogie enseignante et pédérastie aimante. Et l'idée est que c'est ce que j'ai compris dans le texte d'Énéée, et c'est, à mon avis, c'est exactement une thèse qui traverse depuis Platon jusqu'à l'époque contemporaine, en passant entre autres par Goethe, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'enseignement sans un élément d'amour. Un élément d'amour. C'est-à-dire, aussi sublimé soit-il. Il n'y a pas de vraies relations enseignantes, et je vais dire surtout si cette relation enseignante doit porter sur des choses aussi importantes que l'accomplissement de soi. Il n'y a pas de relation qui s'engage à ce niveau de profondeur-là. C'est-à-dire, je prends une autre définition pour être plus clair. Il n'y a pas de relation enseignante où ce qui est engagé, c'est un art de retournement, un art de retournement existentiel. Ça, c'est... Retournement, c'est un mot qui vient gloser les mots grecs de conversion, art d'une conversion existentielle. Ça, c'est la façon dont Peter Sloterdijk glose la tradition platonicienne d'après laquelle toute éducation est une conversion. Mais une conversion, avant de projeter des schémas chrétiens, une conversion à soi. N'est-ce pas? Émanciper chacun pour qu'il s'occupe de soi, parce qu'au départ, on ne s'occupe pas assez de soi, on est dans la dispersion. Donc une éducation est un art de convertir chacun à lui-même. Or, cette idée d'un art de retournement existentiel, d'art de conversion, c'est lié à la question de l'accomplissement de soi, et la thèse donc est la suivante, qu'il n'y a pas cette opération-là de conversion ou de retournement, il n'y a pas cette opération en dehors d'une relation qui soit une relation affective forte. Quelqu'un à qui je fais confiance, à quelqu'un à qui j'investis de façon importante. Freud dit très bien, à sa façon, quelqu'un sur qui j'ai fait un transfert. Je vous donne, pour donner des choses claires, il y a un petit texte de Freud magnifique qui s'appelle « Psychologie des lycéens ». Tout à fait d'actualité. Et Freud dit, il raconte au passage que dans son lycée, quand on avait un prof de maths qui était magnifique, qui avait un charisme, qui était très fort, tous les lycéens voulaient faire des maths. Ils devenaient des matheux.
Et pour l'année suivante, c'était un grand physicien qui était un excellent prof et tous les lycéens voulaient devenir physiciens. Donc il faut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un transfert qu'on fait, pas seulement sur les savoirs, la physique ou la mathématique, mais c'est un transfert qu'on fait sur la personnalité du prof. Mais ce transfert sur la personnalité du prof, c'est en même temps un transfert dont le prof, surtout quand ils sont bons, il s'efforce de les déplacer sur la discipline dont il est le prof. C'est toute la tâche de Socrate, que Socrate s'attache à expliquer à Alcibiades. C'est-à-dire, ton amour pour moi est en fait un amour pour la philosophie. Et donc, tout un effort, c'est de prendre cette énergie du désir qui est présente dans la relation et l'utiliser comme levier pour faire de la philosophie, la physique ou les mathématiques. Bon, je reviens ici donc à la phrase que je n'ai pas encore citée, de René Scherrer, d'un Émile Perverti, ou des rapports entre sexualité et éducation. Je prends la deuxième édition, 74, je prends la deuxième édition 2006, c'est la page 129. René Scherrer écrit ceci: la première relation pédagogique est commandée par les désirs. La première relation pédagogique est commandée par les désirs. Donc, c'est là où j'entends, il y a cette phrase, elle nous va lier de façon intime la conduite de l'enfant, la pédagogia, et l'amour ou les désirs de l'enfant, la pédérastia. Et ces deux versants sont pris dans une même relation où conduire et séduire, ou initier, l'initiation et l'éros sont indissociables. J'ajoutais à ceci le fait que la préposition D dans la phrase de René Scherrer, la question du désir de l'enfant, c'est à la fois un désir où l'enfant est aussi bien celui qui désire que celui qui désire. Celui qui initie que celui qui est l'initiateur. Bon, c'est cette thèse de René Scherrer qui, me semble-t-il, traverse un long héritage et qu'on peut faire remonter au moins jusqu'à Platon, mais qu'on poursuivra. J'essaie de les faire avec certains dans les séminaires à l'école de hautes études. On les retrouvera chez Lacan, chez Barthes et chez Foucault. Je dis ces trois-là parce que c'est les trois sur lesquels j'ai travaillé, mais on trouvera ailleurs. Et je pense que, et c'est là un des points que je voudrais discuter avec René, je pense que c'est là qu'on retrouvera Avicenne. Dans les Avicenne dont nous parlions au début, et c'est même une condition pour que Avicenne, et peut-être pour que l'idée de l'université au sein de Romain puisse s'accomplir, ou en tout cas s'annoncer. Bon, je voudrais donc résumer cela en disant ceci. Ça c'est strictement platonicien. Peut-être on peut laisser ouverte, non? Il n'y a pas de bruit. Et on chauffe. Ici. Oui, il fait chaud. Oui, merci. Merci beaucoup. La dimension des Eros est donc constitutive de toute relation d'initiation. C'est le platonisme pur. C'est-à-dire, et surtout, c'est une relation enseignante qui oriente les cours d'une existence. Ce n'est pas simplement un savoir acquis que j'apprends par cœur, que je recrache à la fin de l'année, mais c'est quelque chose qui va changer mon existence, ma manière de vivre. Et donc, elle induit un rapport à soi, un rapport de soi à soi nouveau. Or, je voudrais à partir de là tirer quelques propositions, je pense qu'ils sont fidèles à René, en prolongeant cela, mais toujours en explicitant plutôt ce schéma-là, qui sont les suivantes. Première proposition,
à l'origine de toute initiation, relation enseignante en tant que relation d'initiation, il y a un événement, c'est-à-dire un inattendu. Et cet événement est toujours de l'ordre de la rencontre. Pas des relations d'initiation enseignante s'il n'y a pas l'événement d'une rencontre. Il y a un texte magnifique que je vous note au passage que vous pouvez lire indépendamment de l'intérêt pour le sujet. Il vaut pour lui-même. Il s'appelle Les conflits des... La confusion, excusez-moi. La confusion des sentiments. Disponible gratuitement sur la toile de Stefan Zweig. Et c'est l'histoire d'un prof qui raconte comment il est devenu philologue par la rencontre d'amour avec son prof. Lui qui n'aimait pas l'université, qui n'aimait pas l'enseignement, n'aimait pas cette salle de cours, a été obligé d'entrer dans un cours, et bien il rentre dans ce cours, il rencontre un prof qui n'est pas comme les autres, il tombe amoureux de ce prof, et ce prof éveille en lui la vocation de philologue. Donc, et c'est écrit d'une façon, avec une plume incroyable, hein, qu'est-ce qui se passe dans les corps de l'amant, de l'amoureux, de celui qui fait une rencontre, qu'est-ce qui se passe dans les corps, dans les veines, dans les seins, dans les tripes, dans les viscères. Stefan Zweig est écrit comme ça. Et c'est un texte magnifique. C'est un prof qui tous les étudiants, il complète à 60 ans, tous les étudiants lui ont fait un livre avec toutes ses publications, sa vie, et il remercie tout le monde, il dit merci beaucoup, c'est exactement tout ce que j'ai fait, même des choses que j'avais oubliées sont dans ce livre, c'est très beau, sauf que vous oubliez l'essentiel parce que vous ne le savez pas. L'essentiel, qui n'est pas dans les livres de ma biographie, l'essentiel, c'est une rencontre qui est à l'origine de tout ça. Et donc, je vais vous raconter cette rencontre, et ça s'appelle Confusion de sentiments. Donc, vous pouvez lire ça pour le pur plaisir. Mais c'est au cœur, en même temps, au cœur du sujet Pédagogia, pédérastéia. Bon, je reviens ici. Donc, à l'origine de toute initiation, il y a un événement. Cet événement est de l'ordre de la rencontre. Et cette rencontre-événement, je m'avance. Cette rencontre-événement est, par définition, du type amoureux. Du type amoureux, aussi sublimé qu'on voudra cette relation amoureuse, sous la forme de l'amitié, de l'admiration, mais il y a ce que Lacan appelle l'énamoration dans une rencontre enseignante. Or, ça c'est la première proposition. Deuxième proposition, on déduit de ça ce que dit Goethe, je cite Goethe, conversation avec Eckermann. Goethe dit ceci: on apprend vraiment que de qui on aime. On apprend vraiment, entendez, au sens fort du terme. Là où ma vie, mon existence est engagée. Je n'apprends vraiment que de qui j'aime, que de qui on aime. Donc, il y a une priorité de l'amour dans le travail sur soi, et le travail de transformation de soi, et donc dans l'accès à la vérité. Les soucis de soi et de l'autre en soi est intimement noué à une relation amoureuse. Roland Barthes tire la conséquence inverse, n'est-ce pas, si je puis dire. C'est que dans toute relation amoureuse, au sens où je suis tombé amoureux de quelqu'un, il y a une dimension d'enseignement. Il tire Roland Barthes dans les livres qui s'appellent Fragments d'un discours amoureux, et surtout dans les séminaires qui donnent lieu au livre, qui s'appelle les séminaires sur les discours amoureux. Il tire à la conclusion inverse. Mais vous avez, le point important, c'est ce qui appointe à aimer, à mon avis, c'est ces liens intimes entre apprendre et aimer. Bon, je vais abréger cette axiomatique-là. Je dirais juste ceci, que pour poursuivre dans cette axiomatique, avec ces deux propositions que je viens de faire, qui nouent l'apprentissage et l'amour, les couples emblématiques, c'est évidemment Socrate et Alcibiade, qui nous lèguent la tradition occidentale.
Et c'est pour ça qu'en travaillant sur René, sur ses textes, et en particulier sur Émile, j'ai tenu à faire un peu l'anamnèse de cette longue tradition entre Socrate et Alcibiade. Je pense qu'il y a eu quelque chose à Vincennes, qui est une sorte de renaissance, de quelque chose de grec, dans la façon de dénouer la pensée, la manière de vivre, quelque chose qui échappait évidemment aux institutions universitaires françaises, et qui essayait de nouer cela. Tout ça, c'est-à-dire ce que j'ai dit par rapport à l'idéal, par rapport à l'université aujourd'hui, par rapport à ces fils de la relation enseignement et amour, tout ça, évidemment, je laisse pour l'instant Vincennes entre parenthèses, pour mieux prendre la mesure de ce qui fut. Tout cela, l'idée que l'enseignement c'est ça, que l'essence de l'enseignement c'est cela, est balayée par l'université, dans son principe. Je vais dire que l'université médiévale, première université à la fin du XIe siècle à Bologne, et puis toutes les universités qui vont suivre, l'université médiévale, la Sorbonne, Cambridge, toutes les universités qui vont suivre, jusqu'à après l'université moderne avec l'université de Berlin, et puis l'université américaine qui vont copier Berlin, toute cette sorte d'université, qui est d'abord une université galiléenne, sur la question du savoir, indépendant des sujets qui les transmettent et qui les recherchent. Cette université médiévale et puis galiléenne et moderne, elle va mettre fin à la relation du type maître-disciple, aimant-aimé, amour et apprentissage. Donc, un bref rappel, parce que c'est une question de savoir ce qu'il en sera de Vincennes après tout ça. La relation maître-disciple, dont Socrate et Alcibiade demeure l'exemple, instaurait un lien direct, sans médiation. Il y avait une présence, Socrate, qui incitait une forme d'amour. Et cette présence était fondée sur une parole vivante, à la fois révélatrice et énigmatique, et qui avait une force initiatique. On n'a qu'à regarder l'ensemble des disciples de Socrate par rapport à ces modèles de maître. Avec l'université, cette relation est finie entre l'enseignant et l'enseigné. Comme on dit, la relation devient médiate, elle est médiatisée par l'institution. Les maîtres, qui étaient une présence insubstituable et qui tient sa légitimité du fait d'avoir été disciple d'autres maîtres, il cède la place au professeur universitaire recruté par concours et CV, comme vous savez. Or, le professeur universitaire, il est un fonctionnaire, parfaitement substituable. C'est ce qu'il critiquera plus tard Schopenhauer dans son livre « Critique de la philosophie universitaire ». Les professeurs de l'université sont des fonctionnaires de l'État, irremplaçables, ils ne viennent pas, on prend un autre. Il n'y a plus cette figure qu'on avait avant dans le cadre de l'enseignement érotique, disons. Donc, fonctionnaire substituable, et en tant que tel, il est juste un professeur, et en tant que professeur, il n'a pas de disciples, il a juste des étudiants. Et sa légitimité aux uns et aux autres vient des diplômes que délivre l'institution universitaire. Donc on est médiatisé maintenant. Nos relations sont médiatisées par l'institution. Et ça, c'est une description générale, mais aujourd'hui c'est encore plus grave. Vous savez qu'ici, au département des philo, pour rester dans l'exemple familial et local, il y a tout un courant qui a déjà obtenu des victoires, qui consiste à dire que même entre un directeur de thèse et le doctorant qui fait la thèse, il faut casser cette relation tête à tête. Et qu'il faut un comité de thèse qui décide ce qu'il en est de la thèse, du directeur de thèse et de leur relation. Et le projet au ministère aujourd'hui, c'est que même une soutenance de thèse, un directeur de thèse ne doit pas faire partie du jury.
Donc on est en train de... Le dernier résidu, si vous voulez, de cette relation, qui est quand même la relation de recherche, où on est en tête à tête, on va faire les bilans. Même cette relation, on est en train de casser en mettant des comités, des commissions, et c'est-à-dire l'institution qui vient empêcher cette relation-là. Donc, est-ce à dire qu'il n'y a plus de relations d'initiation et donc des relations pédagogie et pédérastia au sens antique de l'université? On pourrait essayer de montrer, j'ai essayé de montrer qu'au XXe siècle, il y a quelques résurgences, disons, éclatantes de cette relation antique. Je cite 3 noms, sans entrer dans les discussions, sauf si vous le souhaitez, parce qu'ils sont compliqués. Mais je cite 3 noms. Heidegger, Lacan et Wittgenstein. C'est 3 figures qui ont une présence. On peut critiquer 1000 choses, n'est-ce pas? Mais sans entrer dans l'état, mais on montrera si vous souhaitez. 3 figures qui ont une présence, qui sont une sorte de résurgence de la figure du maître, qui ont aussi un rapport avec les disciples, et qui sont toutes les 3 considérées comme anti-universitaires. Ça, c'est assez frappant. Tous les 3. Heidegger interdit d'enseigner. Wittgenstein, qui trouvait que l'université anglaise, en tout cas, était l'image même de la corruption de l'Occident. Je cite littéralement. Et Lacan, qui a été expulsé de l'école normale, accusé d'être anti-universitaire. Donc, s'il y a quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, s'il y a quelque chose de tout ce dont nous parlons ici jusqu'à Vincennes, c'est quelque chose-là est perçu comme anti-universitaire. Comme Vincennes a été perçu pendant un bon moment comme, sinon, anti-universitaire, para-universitaire, pas tout à fait universitaire. Je vous rappelle les textes de Michel Foucault, publiés en 1970, qui s'appellent « Les pièges de Vincennes ». C'est-à-dire la façon dont les ministères disent « mais ce que vous faites là, ce n'est pas de l'université ». Et donc, vous n'aurez pas de diplôme reconnu par l'État. Donc, il y a ce qui nous intéresse, autrement dit, ce qui, en tout cas qui m'intéresse, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont ici aussi, ce qui nous intéresse, c'est justement ce qui est en quelque sorte hors université. En tout cas, si on considère l'université dans un sens strict, c'est-à-dire celui qui définit l'État. Donc, mais il y a eu ces 3 résurgences, mais ces 3 résurgences, on pourrait citer d'autres. Mais ces 3 résurgences sont justement considérées comme non universitaires. Or, il faut constater que quelques résurgences, et peut-être même Vincennes, sont des résurgences à la fois aussi intéressantes que non universitaires. Il faut reconnaître que ce n'est pas la règle centrale de l'appareil universitaire. Au point de vue de l'appareil universitaire, je cite ici Jean-Claude Milner, dans un texte foudroyant qui s'appelle « L'université comme foule ». L'université comme foule, où Milner rappelle ceci. Milner disait, c'est bien pour nous, pour que nous réfléchissions aussi par rapport aux choses que nous avons à faire. Milner dit, il y a un texte magnifique de Freud sur la psychologie des foules, analyse de moi, psychologie des foules. Et Freud prend les 2 grandes institutions des foules qui existent à l'époque où il écrit le texte, à savoir l'Église et l'armée. Or, Milner, il fait donc à partir de là l'analyse de comment se constituent les foules de l'Église et les foules de l'armée, avec la hiérarchie, la règle, les Vatican, etc. Or, Milner dit, aujourd'hui, aussi bien l'Église, en tout cas pour ce qui est de l'Occident, aussi bien l'Église que l'armée sont en déclin, en tant que foule, mais il y a une nouvelle foule qui apparaît, et c'est la foule universitaire. Donc il dit aux 3 foules de Freud, il faut ajouter aujourd'hui une 3e foule, qui est la foule universitaire. Ce qui, encore une fois, on appelle à Paris 8, l'université monte sur les portails du site de Paris 8. C'est la foule universitaire. Mais la foule universitaire, elle n'a qu'un but, c'est ce que Milner démontre de façon brillante au fil de l'analyse, elle n'a qu'un but, c'est de former des entrepreneurs de marché. C'est ça, l'université foule. Et il dit une chose que je pense que nous tous, évidemment, non seulement parce que nous sommes là, mais par rapport à nos entourages, on les admettra facilement, qu'il n'y a pas aujourd'hui sur Terre, en tout cas dans les pays qu'on appelle développés et en voie de développement,
un seul être humain qui n'a jamais eu un passage quelconque par l'université. Tout le monde passe d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ça l'université full qui devient maintenant une université full mondialisée. Bon, il dit ceci, du point de vue de l'université full, là où il y a un maître et une parole de maître, l'université cesse. L'université cesse. Donc peut-être c'est ça qu'il faut qu'on arrive, faire cesser l'université. L'université cesse. Et là où l'université règne, et où la science peut continuer, alors là, les maîtres ne peuvent que s'effacer. Les maîtres, entendons les maîtres, et la relation enseignante dans l'élément d'Eros, tout cela s'efface. Là où l'université règne. L'université s'efforce de s'annexer les savoirs, de les diriger vers un savoir objectif, et là, une fois encore, les maîtres ne peuvent que s'effacer. Donc, je rappelle, Lacan fut qualifié d'anti-universitaire par les présidents, par les directeurs, à l'époque, par les directeurs de l'école normale supérieure à Paris. Donc, je vais finir autour de cette remarque. Il y a deux questions qui restent ouvertes ici pour moi et que je vous soumets. La première question, c'est que la conception de l'enseignement, et en particulier de la philosophie, comme art de la conversion, ou art du retournement existentiel, ou art de laisser chacun essayer de faire de sa vie une œuvre d'art. Toutes ces définitions-là qui correspondent à la question ici de l'art de retournement dont je parlais et qui supposent les liens entre l'enseignement et, disons, l'affectivité, est-ce que ces exigences-là sont tributaires, qui ont été les exigences du dernier Foucault, qui a fondé le département de philo de Paris 8? Est-ce que ces exigences-là sont tributaires du dispositif antique maître et disciple? Foucault, il n'en parle pas. J'ai lu et relu. Mais est-ce que ça ne peut avoir lieu que dans un dispositif antique qui était celui du rapport maître-disciple, qui n'est plus possible dans un rapport, aujourd'hui, pas seulement prof-étudiant, un rapport qui est en train de devenir, comme on a dit, un rapport entre le professeur fournisseur de services et l'étudiant client. Parce que si j'ai bien compris, et toutes ces choses que les médias disent aujourd'hui sur Paris 8, ça a été filtré par des étudiants clients. Ou ce que Roland Barthes appelait les étudiants usagers. Mais un étudiant client, un étudiant usager, il n'a rien à foutre de travail sur soi, transformation de soi, rapport d'affectivité, transfert. Il veut juste prendre les ECTS et puis aller les monnayer sur le marché du travail. Bon, donc dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut encore parler de ça? De tout ça? C'est la première question. Et la deuxième question, qui est plutôt... elle porte plutôt sur le bien fondé de l'hypothèse qui était la mienne. Et je crois que là, j'ai eu le... on est d'accord sur ce point, si j'ai bien compris avec René Scher, c'est l'hypothèse que la relation enseignante, telle que René Scher, et je dirais toute cette génération fondatrice de Vincennes, cette relation enseignante, on peut encore la faire revivre. Ils ont pu encore la faire revivre à Vincennes. C'est-à-dire, je pense que, donc, à Vincennes, on a pu encore faire revivre les ressources qui étaient des ressources de la relation enseignante, de l'art, du retournement existentiel, du lien entre l'enseignement et l'érotique. Ils ont pu faire revivre ça. Outre tout ce qui est écrit Scher, je prends juste comme exemple, pour renforcer ce que je viens de dire,
la préface que Michel Foucault a écrite sur Anti-Édipe pour l'édition anglaise, américaine en langue anglaise. Et c'est un Anti-Édipe qui a écrit dans tout ça, n'est-ce pas, dans cet élément-là. Et Foucault explique aux anglo-saxons le vrai sens de l'anti-Édipe, c'est un sens éthique. La question est de savoir comment faut-il vivre dans les conditions du capitalisme contemporain. Et donc tout ce que l'anti-Édipe va déployer autour des flux, autour de l'esquisse, tout ça, c'est une mise en perspective concernant un ethos, qu'on pourrait appeler aujourd'hui des résistances, sous le capitalisme contemporain. Donc ça corrobore tout ce que nous disons ici, et c'est né dans le monde de Vincennes. Or, et je vais finir cette dernière remarque, René Scherer, il écrit donc, je vais reprendre par où j'ai commencé. René Scherer, il écrit donc dans un texte inédit, je penserais, c'est au futur, je penserais volontiers avec toi, avec moi-même, que la meilleure des manières de croire au monde, expression de Deleuze, hein, le livre de Deleuze sur le cinéma, croire au monde, il faut croire encore au monde. Je suis d'accord, donc, je pense volontiers avec toi que la meilleure manière de croire au monde, de s'ouvrir sur le dehors, est de faire ce que nous proposions dans les années qui suivirent 1968, avec la création d'un Vincennes, qui fut bien davantage qu'une appellation locale, à savoir les lieux d'accueil et de vie, moins d'accumulation de connaissances, même utiles, professionnalisantes, que des suppléments, des surcroît pour l'existence. Donc la question de l'existence, comme axe, je veux dire comme mission. Je suis persuadé avec tout le monde que j'ai cité, depuis Robin jusqu'à René Scherer, que c'est ça la mission de l'université. C'est travailler sur l'existence. Et c'est ça qu'on demande dans la rue en ce moment. C'est pour ça que je n'ai pas compris encore qu'il n'y a pas d'université debout sur la place de la République. L'université debout, ou les humanités debout sur la place de la République, c'est axé sur ça. Sur ce que René Scherer vient de dire, c'est-à-dire un travail, une manière, une façon de travailler sur la manière d'exister. Et donc, René Scherer, de conclure, c'est une université ouverte, vision certes utopique, mais au sens, ça j'aime beaucoup l'adversative, mais au sens où l'utopie est une idée qui enrichit et embellit la vie. C'est une idée esthétique au sens kantien, dont Kant disait qu'elle donne beaucoup à penser. C'est une grande fonction de l'art. La capacité de faire des formes sans concept, et cela donne beaucoup à penser à celui qui pense par concept. Et là, en lisant René Scherer sur ce point-là, je l'abonde dans ton sens. Je me souviens de la phrase de... Sans parler, parce que je proposais qu'on débat, sans revenir sur la question de la littérature, mais je me souviens de la phrase de James Joyce, après avoir écrit Finnegan's Wake. James Joyce dit, voilà, avec ce texte, je donnerai à l'université beaucoup à penser. Et tant qu'il y aura de l'université, ils auront à penser Finnegan's Wake. Et donc là, je pense que ça ouvre une perspective par rapport à ce qui peut ou doit être l'idée de l'université, et par rapport, je pense qu'on a quelques éléments pour répondre quand même à ce qui gronde dans la rue concernant la tâche de l'université et au-delà de l'université. Voilà, merci de votre patience. Oui, c'est ça. Ah non, comme
c'est moi qui m'occupe de l'UV avec Jerry Brio. Je vous donne la parole, mais comme Plinio, tu as eu la gentillesse de me citer d'une façon directe et référée même à moi, c'était plus que cité, comme étant en quelque sorte une référence, je ne peux pas moins faire que de répondre, parce que c'est toi qui me donnes à penser en reliant les problématiques qui sont centrées sur une situation contemporaine, actuelle, tout à fait actuelle, avec celle de Vincennes, qui m'a amené, moi, à réfléchir sur des choses auxquelles je n'avais pas pensé particulièrement. D'ailleurs, je fais juste une remarque. Excusez-moi, je te donne la parole, mais je voulais une remarque pour ne pas la perdre, parce que je l'ai notée au passage, parce que j'ai réfléchi, ça m'a amené à réfléchir sur la signification du mot pédagogie, tel qu'il est utilisé en général, tel que je l'utilise, tel qu'on l'utilise sans savoir très précisément quelle est sa signification. Parce que c'est comme beaucoup de mots, un mot qui est tout à fait multivoque, plurivoque. En fait, tu as cité un texte que j'avais écrit à cette époque, en 60, je ne sais pas quelle époque, 72 peut-être, qui s'appelait Émile Perverti et qui avait un rapport avec la pédagogie et sexualité. J'ai été frappé lorsqu'on a fait la traduction de ce texte en espagnol, on l'a appelé, ce qui m'avait surpris, mais qui n'est pas tellement faux, la pédagogia pervertida. Mais en fait, ce mot de perverti, effectivement, à propos d'Émile, qui est un personnage de Rousseau, qui a donné ce nom à son livre sur l'éducation, le mot pédagogie n'est pas inopportun, effectivement. Mais en fait, il s'agit bien de cela, c'est-à-dire que la pédagogie se réfère au pédagogue, mais le pédagogue n'est pas l'enseignant en grec. Le pédagogue, c'est le contraire, de sorte qu'il y a là quelque chose qui est assez complexe si l'on veut considérer ces mots de pédagogie et d'enseignement ou d'éducation. Le problème, effectivement, d'Émile Perverti, c'est de traiter de ce qui était à l'époque un problème assez circonstanciel, qui était l'introduction d'un enseignement, d'une éducation sexuelle dans les établissements d'enseignement primaire ou élémentaire, c'est-à-dire pas à l'université, mais dans l'enseignement purement et simplement. On m'avait demandé d'écrire là-dessus, et j'avais écrit ce texte qui est assez complexe, d'ailleurs qui a été réédité à la table ronde. Donc on en a une version, la première version était aux éditions Lafon, la seconde de 2010 à peu près se trouve aux éditions Table Ronde dans une édition qui est une sorte de livre de poche. Vous pouvez vous le procurer si vous ne l'avez pas lu. Il s'agissait de faire une critique de cette introduction de l'enseignement de la sexualité dans l'éducation, et je prenais une forme critique et ironique en disant on va introduire cette forme d'enseignement alors qu'en fait il y a toujours, c'était là où j'avais mis à la base, il y a toujours à la base de la pédagogie quelque chose qui est de l'ordre du désir, c'est-à-dire de la sexualité. Mais ça, on n'en parle pas
Et c'était ce à quoi je m'étais appliqué dans ce livre. Mais pédagogie, mais là j'utilisais le mot de pédagogie dans un sens de l'éducation. En fait, si l'on voit le terme grec, et ce à quoi il s'applique, c'est pas du tout à l'éducation. Le pédagogue n'est pas un éducateur. Ce qui est, c'est un conducteur de l'enfant. En fait, c'est un esclave ou un affranchi ou un serviteur. Un serviteur, c'est pas nécessairement peut-être un esclave dans l'Antiquité, mais enfin en général c'était des esclaves, qui conduit les enfants à l'école et qui est chargé de les surveiller. Ensuite, ce mot a pris un sens différent au cours des siècles. Dans l'éducation chrétienne, il a été celui qui a parlé de pédagogie, c'est Clément d'Alexandrie dans le pédagogue, qui est consacré non pas à l'enseignement particulièrement, mais qui est consacré à Jésus-Christ. Et Clément d'Alexandrie dit, le véritable pédagogue, celui qui donne de l'enseignement, qui fait l'enseignement, c'est Jésus-Christ. Donc ce mot a varié, et il ne faut pas, il faut se fier au contexte dans lequel on l'a utilisé. Il ne faut pas l'immobiliser dans un sens unique. Eh bien alors, je termine là pour expliquer les conditions de ce livre, Émile Perverti, mais tu as raison malgré tout, tu as raison de le faire valoir, parce que ça a un rapport à l'institution universitaire, parce qu'il y a à Vincennes, il y avait les problèmes de la pédagogie étaient réservés à ce qu'on appelait, qui existe je pense encore à l'heure actuelle à Vincennes, à Paris 8, qui s'appelle les sciences, un département spécial, les sciences de l'éducation. Et ce que je voulais dire également dans ce livre Émile Perverti, c'est que ce n'était pas un problème de science de l'éducation, que c'était un problème qui engageait la signification générale de ce qu'on appelle l'université, c'est absolument certain. Donc, il engageait la philosophie, et que c'était pour que ces problèmes, qui sont soi-disant des problèmes de spécialistes de la pédagogie, soient abordés sous un angle mais je n'abordais pas ici particulièrement Platon. Chez Platon, ce que tu dis est tout à fait net. La manière dont Platon aborde la philosophie est effectivement par l'intermédiaire du désir, par l'intermédiaire de la relation amoureuse avec un certain nombre de personnages qui sont les protagonistes de Platon, en particulier Alcibiade, mais il y a également une présence de tout cela dans l'Isis, dans Charmide, etc. Chaque dialogue est quelque chose qui n'a aucun rapport avec une institution universitaire. La philosophie s'est institutionnalisée progressivement de ce côté-là, au moment où elle a fondé des écoles, et alors où cette relation, comme tu le dis très justement, a été médiatisée, et où il y a eu un abandon systématique, et même une condition systématique de cet abandon, au moment où la philosophie est devenue une matière qui a fait partie de l'enseignement, et non pas, et n'a plus fait partie de cette relation qui était à la fois intellectuelle et pulsionnelle, passionnelle, qui était présente d'une façon tout à fait visible dans les dialogues de Platon, qui eux-mêmes ne sont plus étudiés pour cela, mais dont on détache les parties proprement théoriques. C'était une absurdité, étant donné que le dialogue est une unité, et que l'on ne peut pas en détacher cette partie que Foucault, en particulier dans le souci de soi, mais surtout dans l'herméneutique du sujet, a fort bien abordé et analysé. C'était uniquement ce que je voulais dire pour le moment. Donc je vous donne la parole tout de suite. Allez-y. Oui, enfin, moi, c'était une question, c'était par rapport à Vincennes, c'était en reliant ce qui
qui a été dit à l'art. Il y a le dernier documentaire de Claire Denis, et où on voit d'ailleurs Noël Châtelet. Alors le titre, je ne suis plus trop sûre, je l'ai vu il y a quelque temps, c'est les bois dont sont faits nos rêves. Et c'est un documentaire qui est fait sur le bois de Vincennes. Et où à un moment donné, c'est ça, exactement, oui. Et on voit la fille la femme on voit Noël Châtelet qui donc est avec Claire Denis, elle se balade et elle essaye de retrouver les traces de l'université de Vincennes. Et alors, ils cherchent, enfin, ils sont plusieurs, ils cherchent, et à un moment donné, donc il y a des arbres partout, et ils retrouvent un endroit où il y a du ciment, et il y a une espèce de morceau de, je sais pas, de film plastique. Et le ciment, oui, ça voilà, c'est ça. Le ciment, voilà. Et c'est le seul vestige qui reste de Vincennes. Et donc il y a un dialogue autour. Et c'est intéressant d'aller voir ce film. Parce que ce que j'ai trouvé bien, c'était le fait qu'à un moment donné, dans ce film, on cherche l'université de Vincennes. Claire Denis l'a piqué à Haute-Vielle, qui a fait le même film avec René, comme à la place de... On a fait un tombeau des bergers d'Arcadie, en disant « Est in Arcadia ego ». Donc voilà, c'était le lien que je faisais. Mais, pardon. Comment je vais poser la question, moi? Putain. Comment? C'est tombeau de la mort, quand même. Ah, avec des variations de Poussin. Mais pour faire un peu écho à la question de l'université idéale, universelle, et dans une dimension donc d'utopie mondiale, il y a le texte de Derrida aussi, l'université sans condition, qui pose la question de l'inconditionnalité, mais autour d'une performativité, donc de quelque chose d'éminemment fragile, à la mesure où le performatif est censé créer des événements avec des conditions établies. Il y a des règles pour qu'il y ait l'événement de l'acte de parole, mais en fait, un événement, évidemment, ne doit pas être conditionné. Et donc, il y a une foi performative quand même pour que se produise un événement, et cette foi performative accompagne le geste du professeur pour lui. Mais il ne sait pas ce qu'il accomplit, au fond, dans cette université sans condition, puisqu'il y a un comme si qui accompagnerait toute performativité, toute action, donc un tremblement de ce qui existe réellement, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est mort, peut-être au-delà du capitalisme, hein, et par rapport à l'art, parce qu'en fin de compte, si l'art se réduit à un morceau, à la recherche d'un morceau, une œuvre cinématographique peut encore effectivement fonctionner autour d'un morceau, on pourrait aussi bien dire que c'est peut-être une réduction essentielle de type artistique, d'installation, on le sait, c'est quelque chose qui est accepté, comme si donc une nature artistique peut quintessentier non seulement Saint-Denis, mais ce qui existe autour du rapport à ce qui est établi dans nos vies, comme art, comme enseignement, et comme transformation des existences, et transformation de la société. Donc, j'ai introduit évidemment le côté art et mort, enfin, qu'est-ce qui est dans la vie laissé à la mort, qui est aussi une forme d'événement, comme on sait, de performance, puisqu'il y a des risques d'anéantissement. Donc il y a quelque chose que Derrida évidemment introduit toujours par sa pensée de l'écriture mortifère, enfin thanatographique, c'est-à-dire une menace en permanence. Donc quelque chose existe, il faut aussi prévoir sa mort, enfin anticiper sur sa mort. Donc il y a le risque de l'échec. Pour lui, le performatif ne peut réussir qu'au risque de l'échec. L'échec est premier, c'est sa lecture assez forte de la performativité. Mais du coup, il se demande ce qu'il fait lui-même lorsqu'il parle de l'université sans condition, que serait l'université monde sur le modèle type rêvé, utopique et total, et anticapitaliste tout au moins, qui a été évoqué là. Mais il y va aussi de l'œuvre d'art, donc à un moment donné, le comme si donc atteint évidemment l'œuvre d'art, puisque chez Kant, c'est le jugement réfléchissant qui est aussi marqué d'un comme si, puisqu'on prête une finalité naturelle peut-être à l'œuvre d'art, comme si en fin de compte elle était nature plutôt que culture. Et là rien n'est résolu, puisque si quelque chose se dit là, moi aussi j'étais là, la mort, ça annule tout, hein, ça annule rien. Et là aussi j'étais là, quelque chose de l'art, parce qu'il y a le tombeau quand même, et ça se lit, il y a une mise en scène chez Poussin, ça peut vouloir dire le contraire. Mais là, si j'étais là,
effectivement, comme université, possible, ouverte. Bon, j'introduis évidemment la notion un peu facile ici, mais qui relance en fin de compte tout ce qui a été dit sur du comme si. Et alors, comme si l'amour aussi, puisqu'en fin de compte, il y a quand même le portrait qui se donne à aimer, en tout cas au-delà de son apparence physique repoussante, et puis Socrate, quand même, qui est un objet de désir dans le banquet. Donc c'est la galma aussi, qu'on n'a pas évoqué, mais qui était là aussi en filigrane. La galma, c'est l'objet de désir, enfin, je pense qu'il est au-delà de l'image, enfin, même si là il y a une négation qui m'a tout de suite frappé dans le texte de Platon, à savoir qu'on prend comme exemple d'objet du désir, donc d'objet du désir du maître, l'amour du maître, cette métaphore, cette image d'un étui, d'une boîte, donc que les sculpteurs possèdent, où il y a effectivement à l'intérieur les instruments du métier, de l'artiste, en tout cas de l'artisan, du travailleur, je ne sais pas, mais qui serait aimé donc. Qu'est-ce qui est aimé dans cette affaire, puisque la galma, l'objet du désir, n'est certainement pas l'apparence du faune, bien que quand même le faune appelle le désir, le faune que serait Socrate, comme image sur une boîte et un étui, et c'est ces différents plans de lecture et de réalité de l'objet du désir qui m'ont frappé, puisque la mort est déjà là, évidemment, puisque au fond, dans le désir platonicien, on le sait, quelque chose de la mort de l'art peut s'inscrire immédiatement et anéanti. Et de là, alors comme Beaux-Arts, c'est peinture, sculpture, architecture, étant donné que la performativité, vous savez que la performativité devient une notion même capitale pour penser l'histoire de l'art. Et certains proposent de considérer que toute l'histoire de l'art est marquée par sa contextualité, donnant à toute œuvre d'art la possibilité d'exister, donc pas comme objet, mais comme résultat d'une action collective. Donc on peut très bien imaginer aussi quelque chose de l'ordre de la performativité historique, de tout ce qui existe, une ontologie donc très fragile, mais qui est au plus près de l'anéantissement. Le plus important, c'est que quelque chose a eu lieu, qu'un beau geste peut-être a fonctionné, que la mémoire évidemment des hommes a gardé, mais peut-être pas non plus. Cette possibilité donc d'une certaine existence esthétisée, mais au risque de la mort de ce qui est quand même l'objet artistique construit, etc. Donc, évidemment, la question est de savoir qu'est-ce qui fait œuvre. Est-ce que l'œuvre est dans une substance, un objet, ou dans une action? On sait que les installations éphémères, les créations in situ et les gestes sont quand même imprimés, marqués, il y a quand même une thésaurisation. Le musée qu'on peut très bien détester, bon, c'est un archivage, donc c'est la question évidemment de l'archive par rapport à l'utopie, par rapport à ce qui est désiré, par rapport à ce qui est investi. Voilà, donc un peu comme si, évidemment, la révolution, autant comme si le capitaliste en doute un peu moins, mais il nous donne du comme si aussi, parce que comme si un plaisir de vivre dans la richesse, dans l'opulence, même dans l'affirmation de soi, relançant des concurrences peut-être chevaleresques pour certains, mais absolument délétères en réalité pour la destruction de la communauté des étudiants que tu as évoqué. Donc voilà ce que j'introduirai en plus, moi, personnellement. Bon, ce qui est assez... Juste préciser une chose, mais dans le sens que tu viens de dire, donc je rappelle là, le mot c'est Galma. Qui Thierry vient d'évoquer et qui a donc cette sorte de boîte de sculpture dans sa style et qui est devenu un concept psychanalytique à partir de la lecture que Lacan a fait du banquet de Platon. Et il y a des dictionnaires de psychanalyse, pas celui de la planche, mais l'autre dictionnaire, j'ai oublié son nom, c'est le dictionnaire de la psychanalyse aussi. Sur la lettre A, on a également un concept psychanalytique qui est l'objet de désir, pour désigner ce sur quoi il y a un transfert. Mais je voudrais juste rappeler une chose pour renouer avec ce qu'on disait ici de l'accomplissement du soir, ou de l'éthique du soir, ou de ce qu'il y a un jeu dans l'éthique du sujet aussi, c'est que dans les textes de banquet, lorsque Alcibiade, vous vous souvenez où Alcibiade arrive sous, il fait une déclaration d'amour par rapport à Socrate qui est là, et Alcibiade compare, donc c'est là où Alcibiade va comparer Socrate à ces sculptures, qui sont des sculptures, Socrate qui du dehors elle est, il dit que c'est un homme laid avec tous les attributs de la laideur, mais quand vous ouvrez
Alors la question, qu'est-ce que vous vouliez écrire quelqu'un, n'est-ce pas? Que vous ouvrez Socrate, que vous ouvrez son discours, que vous ouvrez son corps. Alors à l'intérieur, il y a des agalmas, des divinités, et qui sont des perles. Et ces perles-là, c'est ce qu'elle dit à un moment donné dans le texte, ces perles agalmatiques,